Et après, côté enduro, donc c'est arrivé très jeune aussi comme mon frère. Ça vient de notre père. Donc voilà, moi j'ai attaqué à 3 ans et demi. Toi, du coup, à certains moments, il a gravi les échelons petit à petit. T'es dit, il faut que j'essaye aussi de le protéger. Ok. Et du coup, sur la préparation physique, nous, on avait un petit peu bossé ensemble. Quel regard tu avais porté sur comment on avait bossé, l'accompagnement qu'on avait bossé, et qu'est-ce que ça t'avait apporté? C'était génial, du coup, moi c'était pour la préparation de Cheval du Monte-Carlo. Je t'avais donné une deadline, comme ils font pour mon frère, hein. C'est une deadline, on te dit à telle date, il faut que tu sois prêt. Et du coup, tu m'avais mis tout en place pour, c'était 4-5 séances par semaine. Et du coup, 4-5 séances par semaine avec des rythmes différents, avec plus ou moins des montées de cœur. Et du coup, une gestion physique pour être jour de l'événement à 100%. 1, 2, 3. Bonjour à tous, je vous fais ce petit message. Si vous souhaitez soutenir le projet, soutenir le podcast et qu'on grandisse de plus en plus, je vous mets un lien en description. Je vous laisse aller le découvrir. J'en profite également pour faire un petit message à la personne qui m'accompagne dans le projet et qui est la personne un petit peu de l'ombre derrière la caméra qu'on ne voit pas. Et merci à tous ceux qui vont soutenir le projet à travers ce lien. Bonjour, bienvenue sur le nouvel épisode du podcast Les Fameux. On est disponible tous les dimanches à 18h sur YouTube, Spotify et Deezer. Aujourd'hui, je reçois un ami sur le podcast, donc je suis très content que tu sois là. Donc, c'est Loïc Dagna. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu des coulisses du haut niveau. On avait reçu son frère Romain. Donc, je mettrai le podcast de Romain pour ceux qui l'ont pas vu en description de la vidéo. Donc, on va parler un petit peu des coulisses de comment ça se passe lorsqu'il accompagne son frère en déplacement sur les courses parce qu'il le suit énormément au plus possible. Il essaye de jongler avec son travail pour suivre son frère. Donc, on va parler de la passion de l'enduro que vous avez partagé depuis tout petit et que toi, t'as fait. Et des fois, tu continues de rouler un petit peu aussi pour le plaisir. Et puis, on va parler aussi de sport, parce que voilà, tu t'entretiens toi à côté, tu fais pas mal de musculation, et un peu de ta vie professionnelle en tant que commercial. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter un petit peu plus rapidement, ton âge, qu'est-ce que tu fais dans la vie comme métier, et après, quel est ton regard sur l'enduro? Sans souci. Du coup, je m'appelle Loïc Dagna, 29 ans, là je vais sur mes 30 cette année. Donc à côté de ça, je suis commercial pour la marque JCB. Je sais pas si tu connais, Tractopelle, Pelle, du coup, Ouais, du FTP coup. agricole. Yes. Donc sur le secteur du 04-05. Et après, côté enduro, donc c'est arrivé très jeune aussi comme mon frère. Ça vient de notre père. Donc voilà, moi j'ai attaqué à 3 ans et demi. Jamais autant haut niveau que Romain et jamais autant la niaque là-dedans. Mais ouais, la moto, c'est... À 3 ans et demi, t'étais sur la moto? 3 ans et demi, ouais. Du coup, ouais, c'est bien. C'est quoi, c'est toi qui a demandé, ou c'est ton papa qui t'a mis sur la moto? C'est que mon père me menait, lui il en faisait, du coup j'ai eu la chance du coup de voir mon père en faire beaucoup plus que ce que mon frère du coup a pu voir en faire. Mais du coup il me portait déjà tout petit, donc je marchais pas encore, qu'il me posait sur son 2,5 CR, ce 2,5 Honda. Il me posait au bord du terrain de cross et je le regardais rouler. Donc, Et du coup, ta maman, elle porte quel regard par rapport à ça? Parce que du coup, il y a eu ton papa, il y a eu toi, ton frère. C'est une passionnée de moto, ou maintenant c'est devenu ça hantise la moto, il y en a trop dans la famille? Comment ça se pas passe? du tout. Alors du coup nos parents sont séparés. Enfin moi ma mère est divorcée, on n'a pas la même mère avec mon frère. Donc du coup ma mère de ce côté-là, elle adore les sports mécaniques. C'est justement tout à l'heure certainement on parlera de rallye et ça me vient de ma mère. Et par contre du coup ma belle-mère, donc Marjorie qui est ma mère de cœur, hein, elle du coup non, elle est très bienveillante au regard et puis je pense qu'elle nous fait confiance à 1000%. Donc Ok. ouais, peut-être ça, ouais. Ouais, parce que Super. c'est souvent crucial, l'environnement, la famille, le soutien dans les moments où ça va très bien, où ça gagne. Et les moments un peu plus difficiles, c'est bien de... D'ailleurs, ton frère, il le disait, de venir se ressourcer en famille, ça lui faisait du bien. Oui, oui, complètement. Je pense que ce noyau-là est beaucoup plus important, surtout dans les mauvais moments. Les bons moments, je le vois justement à travers son parcours. Dans les bons moments, il y a tout le monde. Tout le monde est là. Par Oui, contre, dans les mauvais on moments, t'encense, t'es trop fort, t'es le meilleur. c'est ça.
Et par contre, dans les mauvais moments, de suite, il voit son noyau et de toute façon, il a dû te le dire. Enfin, d'ailleurs, il te l'a dit, c'est ce noyau, on est 5 personnes à être vraiment soudés et on n'a pas besoin de plus. On sait, voilà, tant qu'on rend fiers les gens autour de nous, le reste. T'essayes quoi, toi, de dire à ton frère ou d'apporter, alors que ça soit dans les paroles, peut-être dans ta façon de faire des choses à sa place, de lui conseiller? Comment t'essayes de l'aiguiller au maximum dans ces moments de doute? Moi, ce que je lui dis et répète tout le temps, c'est d'être heureux. Après, enfin, vraiment, c'est bateau comme phrase, hein, c'est peut-être un peu gros, mais ce que je lui demande toujours, c'est d'être heureux et de le faire avec le sourire, sinon c'est pas la peine. Je pense qu'il en est là aujourd'hui grâce à ça. Enfin, grâce. Parce qu'il y a personne de l'entourage qui a mis la pression, jamais personne l'a forcé à rouler. Tout ce qui s'impose, c'est lui seul qui se l'impose. Aujourd'hui, un peu plus son team, parce qu'il il a des résultats à apporter. Mais jamais personne l'a forcé à faire quoi que ce soit, quoi. Et à contrario, quand il gagne des championnats d'Europe, des championnats du monde, comme il a fait, et en plus c'est grandiose au vu de son âge, est-ce que tu essayes d'avoir des discussions avec lui, des phrases où tu lui dis, entre guillemets, de garder les pieds sur terre, ou ça se fait assez naturellement chez lui? Ça se fait vraiment naturellement. Je pense qu'il avait plus la prétention, entre guillemets, parce qu'il a une superbe éducation, et d'ailleurs, tu l'as vu, c'est Ouais. quelqu'un d'accessible, il a jamais changé. Je pense qu'il avait plus de prétention, limite, quand il est commencé à monter À l'entre-deux? à l'entre-deux, en fait, vraiment le niveau où t'es pas encore. Là, je pense que, et puis c'est valable quasiment chez tout le haut niveau. Je sais pas, toi, du coup, t'as un regard sur d'autres top niveaux dans d'autres sports. Mais je sais qu'en moto, c'est le cas où vraiment plus c'est haut en niveau et plus les gens ont les pieds sur terre. Parce qu'ils savent tous les sacrifices qu'ils font. C'est énormément de sacrifices, même si c'est un sport qui est incroyable avec beaucoup de valeur. Mais c'est très compliqué, quoi. Ouais, puis je te rejoins aussi sur la résilience, c'est que les athlètes de haut niveau, même moi quand je suis en natation, etc., c'est que ils ont conscience qu'ils vont gagner une médaille, mais que demain, s'il faut, ça sera pas eux sur le podium. Et donc, faut être beaucoup résilient. Et en fait, il n'y a jamais rien qui est acquis tant que ta carrière elle est pas terminée. Faut se remettre en question. Et il y a des jours plus ou moins où ça va. On parle de la moto. Il y a des jours où tu peux être défaillant sur une spéciale. Et le lendemain, peut-être que tu seras en coup de grâce. Donc, faut faire avec, quoi. C'est ça, c'est très compliqué. Puis en plus, c'est vraiment. Il y a 7 courses en mondial, 5 au championnat de France. Donc c'est quand même des saisons qui sont très courtes. En motocross, je crois que c'est plus d'une vingtaine de courses par an. Donc tu loupes un week-end, c'est pas très grave. Là, on l'a vu sur sa première année de mondial. Il a eu 2 week-ends compliqués, à la moto et un coup problème physique. C'était très compliqué. Tu sais que ta saison, elle est foutue sur un week-end, quoi. Donc c'est vrai que c'est très, très compliqué. Ouais. Et toi, quand tu te déplaces sur ces courses, notamment à l'étranger, vous voyagez beaucoup, tu essaies de te comporter de quelle manière? Tu essaies d'être plutôt vraiment présent, tu prends du recul, tu le laisses respirer. Et puis comment ça se passe en interne? Vous discutez entre les spéciales, il n'y a pas le temps, vous faites le débrief des courses le soir. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu tout ça? Ah oui, totalement. Du coup, je pense qu'on progresse au fur et à mesure du temps. Déjà, parce que ce qu'on faisait il y a quelques années ne fonctionne plus aujourd'hui. On essaie de se professionnaliser nous aussi. Parce que du coup, il te l'a dit, on y va régulièrement, enfin on y va quasiment tout le temps avec notre président du motoclub, Alain Amouric, qui est un ami. Oui, qui le suit depuis le début. Qui le suit depuis le début. Et puis voilà, on est vraiment, on essaie de se déplacer sur toutes les courses, sauf le week-end prochain en Finlande, malheureusement. Et du coup, je pense que on se connaît suffisamment pour savoir où on doit être. Voilà, aujourd'hui, nous, on fait plus la partie pisteur, donc c'est vraiment aller dans les spéciales, montrer, parce que les spéciales évoluent, où il y a des endroits des fois un peu critiques où ils voudraient voir comment les pilotes de devant, avant lui, vont passer. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va vite dans la spéciale à pied, on envoie des photos, vidéos, et on le communique du coup à son mécanicien qui a le téléphone, et du coup qui peut lui montrer tout au départ des spéciales. Oui, parce que lui, ce qu'il disait, c'est qu'il faisait beaucoup de marche à pied pour repérer les spéciales. Si je me trompe pas, je crois qu'il les faisait jusqu'à 3 fois. C'est ça. Et toi, du coup, ce que tu peux être amené à faire, et en plus, il nous disait, c'est que ça peut évoluer au niveau du terrain. S'il y a, du coup, d'autres personnes qui sont passées avant, et toi, tu essaies du coup d'aller voir s'il n'y a pas, par exemple, une racine qui est sortie, si dans un virage, Ouais.
c'est un peu plus compliqué, un peu plus technique. C'est ça que tu essayes de mettre en place? Du coup, c'est ça. En fait, j'envoie des photos du coup pour le team et même pour Romain et même on a un groupe du coup avec le team, avec les autres pilotes. Nous, on envoie des photos, donc on va mettre la ligne verte sur la photo pour leur expliquer qu'il faut passer là et surtout de où pas passer. Du coup, voilà, c'est ce qu'on fait et du coup, on le fait à pied. Et donc, nous, vu comment ça procède, on arrive souvent le vendredi et on repart le lundi et du coup, on n'a pas le temps de les marcher les spéciales parce que c'est vrai que c'est très lent. Donc Romain, ce qu'il fait en travail en amont, c'est qu'il nous envoie des points GPS. Nous, une fois arrivé le vendredi, dans l'après-midi, on va vite vérifier les points GPS, regarder où c'est, et comme ça, moi, après, on se cale en fonction pour... Lui met des points GPS sur les points clés pour lui. C'est ça, pour les points critiques, typiquement, là, il y a 2 semaines en Espagne, il y avait un endroit où c'était un bourbier, donc un passage dans l'eau, et qui était assez délicat. Donc, il nous envoie le point avec marqué bourbier, et on y va à chaque tour de course. Toi, du coup, à certains moments, il a gravi les échelons petit à petit. Est-ce qu'à certains moments, tu t'es dit, il faut que j'essaye aussi de le protéger? Il est venu peut-être beaucoup de monde autour de lui. Par rapport à ça, c'est quoi ton regard? Alors, je pense qu'il s'est protégé tout seul. Il a eu quelques déceptions, je pense, de personnes qui sont là quand tout va bien, Par mais intérêt, pas, quoi. voilà, mais pas quand ça va pas. Donc, je pense qu'il est assez mature là-dessus. Il a vraiment les pieds sur terre. Il y a très peu de personnes néfastes. C'est pas très médiatisé. Donc, il y a, je pense, beaucoup moins de personnes néfastes que dans d'autres sports. Donc, oui, après, si je vois quelque chose qui va pas, je pense que pour l'instant, il suit le chemin qu'il faut, donc ça avance. Ok. Et du coup, quand il est beaucoup en Italie, est-ce que vous êtes vachement dans la communication sur comment ça va, ses entraînements, etc. Ou tu le laisses vraiment gérer, toi, tu es vraiment essentiellement présent sur les courses? Alors, ce qu'on fait quasiment chaque année, ça se passe quasiment toutes les années. Le truc, c'est que lui, il est à son team, donc entraînement en Italie. Donc, ils font une séance sportive et roulage. Donc, souvent, quand il a des doutes sur certaines choses, même régulièrement, il m'envoie des vidéos. Et après, ce qu'on aime bien faire, je pense, lui et moi, hein, c'est avant le début de la saison de refaire un check ensemble. Genre, enfin, une après-midi roulage détente. Et autant que ce soit mental, parce que des fois, on passe il roule une demi-heure et on va parler pendant 2 heures. Et autant l'inverse, des fois, quand il a d'autres doutes ou questionnements. Mais ouais, après, aujourd'hui, il est entouré de personnes pros, des personnes très bienveillantes. Donc, c'est surtout ça, en fait. Donc, quand tu vois que ça fonctionne, il faut pas s'immiscer dedans. Si ça fonctionne, tu restes à ta place. S'il a besoin, on est là. Et s'il a pas besoin, on reste où on est. Et toi, du coup, avec ton regard, entre guillemets, d'expert, le fait que tu aies vu ton papa, que toi, après, tu as pratiqué, et maintenant qu'il est ton frère, s'il y a des auditeurs qui nous écoutent et qui veulent se lancer soit dans la moto, soit même dans le sport un petit peu de haut niveau, est-ce que tu aurais des conseils à leur apporter et surtout peut-être des erreurs à éviter que toi, tu as pu voir dans cet environnement-là? Les plus grosses erreurs qu'on voit souvent, c'est souvent la pression de l'entourage. Ça, c'est vraiment le point qu'on voit le plus régulièrement. C'est des parents qui sont trop pressants auprès des enfants. C'est un sport qui coûte cher. C'est un sport mécanique. Malheureusement, c'est pas celui qui coûte le plus cher, mais c'est un sport qui coûte cher. Oui, parce Et qu'il nous disait, je crois qu'il avait jusqu'à 5 motos. c'est ça dans l'année. Bon, à son niveau, à mon niveau, j'en passais une, deux par an. Mais c'est déjà un Voilà. budget. Mais c'est déjà un budget parce que ces motos aujourd'hui, je crois que ça vaut 13 000 14 000 euros de série. Hein. Donc, sans parler des motos de Romain qui sont plus Plus onéreuses. l'entretien derrière. Voilà, plus l'entretien, tes pneus, tes équipements, casque, bottes. Enfin, c'est vrai que c'est très cher pour mettre le pied à l'étrier. Du coup, ce qu'on voit souvent, voilà, c'est l'erreur de l'entourage qui met trop de pression parce qu'ils mettent vraiment des billes dedans. Ils mettent beaucoup d'argent, donc c'est vrai que ça, Ils veulent un retour sur ils se investissement. veulent un retour sur investissement. Et honnêtement, retour sur investissement, on le voit hein, dans tous les sports mécaniques, c'est les 5 premiers qui ramassent. Et pour faire partie des 5 premiers, c'est compliqué. Donc, ce qu'il faut avant tout, c'est d'avoir la passion et de pas avoir de pression autour, faire pour le plaisir. Euh, pour commencer la moto, l'idéal, Romain en a fait, moi j'en ai plus fait, je pense même que de l'enduro, c'est du trial. Ça coûte beaucoup moins cher en termes d'entretien, et puis c'est la base de la moto. Romain en fait encore, il en a acheté une récemment. Là. Donc ouais, c'est peut-être commencer par là, mais c'est toujours le faire bien entouré et dans la bonne humeur. Quoi. C'est surtout ça, surtout dans le positif. Et tu penses que quand quelqu'un, par exemple, qui nous écoute, voudrait démarrer, tu penses qu'il faut aller assez rapidement en club ou au début, il faut rouler avec ses copains et Alors, voir comment ça vient? le gros souci de nos générations aujourd'hui, ce qu'il n'y avait pas il y a quelques années, c'est qu'aujourd'hui, on est vraiment restreint pour rouler.
Là, par ici, typiquement, un terrain homologué, il y a Monétier allemand, il y a le domaine de Préfessal, du coup, aujourd'hui, qui fait du gros boulot parce qu'ils ont vraiment développé toute cette activité. On peut ne pas être licencié pour rouler, on paye une part assurance. Mais dans l'idéal, c'est voilà, de commencer à rouler. Ça sert à rien d'aller en club de suite. Alors, faut prendre des bonnes bases, ça c'est évident, mais je pense qu'aujourd'hui, tu vois, on a beaucoup de vidéos. Le meilleur apprentissage aujourd'hui pour démarrer, c'est les vidéos sur Internet, de voir les positions, voir un peu tout. De commencer déjà à prendre toutes les bases. Et après, oui, par contre, se rapprocher justement de personnes qualifiées pour t'apprendre. Ça, c'est certain. Du coup, je fais un petit parallèle. Je sais que ça soit toi ou ton frère, vous communiquez pas mal, notamment sur TikTok, sur la moto, des petites vidéos, ce genre de choses. Est-ce que toi, tu essaies de transmettre un message bien précis ou alors tu fais plus des réels, des shorts, toi, un petit peu au feeling comment tu fais pour animer les réseaux? Moi, c'est plus l'aspect humoristique. Hein. De toute façon, tu dois le voir. Ouais. C'est plus décontracté avec un de mes collègues, avec Raphaël. Mais voilà, c'est plus dans ce sens. Enfin, dans ce délire-là, il n'y a rien de professionnel. Après, si on arrive à faire des trucs fun, on le met en avant. Mais on ira Parce pas... qu'il y a des vidéos qui marchent bien. D'ailleurs, du coup, sous la vidéo, on vous mettra ton Instagram et puis surtout ton TikTok. C'est là où tu mets le plus de choses, j'ai l'impression. Oui. Donc Instagram et TikTok de Loïc. On mettra aussi l'Instagram, on remettra l'Instagram aussi de son frère, de Romain. Du coup, toi, tu disais que tu étais sur la moto à partir de 3 ans et demi. Est-ce que tu penses que c'est bien de commencer aussitôt ou pas? Complètement. Enfin, plus Tu tu penses commences qu'il faut tôt et commencer le mieux plus tôt c'est. possible? Après, il y a des gens qui commencent beaucoup plus tard et qui seront bien meilleurs. D'autres, bon, plutôt que mon frère, c'est vraiment compliqué. Ça, c'est très compliqué. Mais après, il y a des gens qui performent, qui attaquent à 5 ans. Le tout, c'est de chacun à son rythme et chacun. Il y a des gens qui attaquent très tard le trial. Enfin, je me rappelle de celui qui m'entraîne en trial, il a attaqué à 30 ans. Ok. Il est arrivé quasiment presque au top niveau en démarrant à 30 ans. Donc, avec l'envie, je pense qu'on réalise énormément de choses. Il faut quand même le gène et il faut quand même avoir des prédispositions à ce sport, j'imagine. Mais Et à quel point la discipline et le travail, c'est important dans un sport comme le vôtre, la mécanique et la moto, dans le sens où ton frère, il nous disait qu'il refaisait les virages, jusqu'à ce que le virage ne passait pas correctement. Tu penses que le travail, quelle importance ça a sur une échelle de 100%? c'est 200%. Le travail, c'est vraiment 200%. Je pense que c'est comme un... Tu peux pas rester basé que sur le talent. C'est vraiment du travail qui paye, quoi. Alors, c'est comme tous les sports. C'est le talentueux ira toujours plus vite s'il travaille, mais le travailleur sera toujours plus rapide que le talentueux qui travaille pas. Ça, c'est dans tous les sports. Je pense que c'est pareil. Quand il parlait de refaire et refaire des virages, c'est que comme un musicien ou comme n'importe quelle personne, t'as t'as des habitudes que tu dois ancrer, des mémoires musculaires. Donc, tu vois, son virage, il a la mémoire musculaire pour se mettre toujours dans la bonne position dans ce type de virage. Et du coup, c'est des mémoires musculaires, comme tout sport, j'imagine. Un tireur de coup franc, il tire des milliers de fois pour toujours tirer comme il faut. Donc, donc voilà, donc il est obligé d'avoir une discipline. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il était talentueux petit. Et aujourd'hui, il performe parce que il est beaucoup plus bosseur que les autres. Et au niveau réflexe, que c'est un sport où il y a vachement de réflexes, la prise de décision, hein, elle est très rapide. Ça, pareil, ça se travaille. Et Romain, comment il a travaillé, ou même toi qui as fait pas mal de motos, comment vous travaillez tout ça? Je pense que c'est plus de l'instinct. Alors, ce qui aide énormément pour Romain, vu que c'est des prises de décision très très rapides, donc c'est bon, l'entraînement en roulant sur des spéciales que tu connais par cœur, mais surtout en partant faire des balades, par exemple. Tu pars sur des balades, tu essaies de rouler un peu vite, et du coup, tout le long, tu as des surprises. C'est pas comme du motocross, ou motocross, tu vas voir toujours les mêmes virages, quasiment pareil, qui évoluent très peu. Là, il te faut avoir des prises, justement, tu te mets dans des conditions en balade où tu vas devoir prendre, d'un coup, t'as une racine, il faut vite partir à gauche, à droite. Et du coup, voilà, Ok. ce serait comme ça. Et du coup, Romain, il fait pas mal de préparation physique. Toi, tu t'entraînes, comme je le disais, puis t'en as eu fait. Pareil, quel regard tu portes sur l'importance de la préparation physique pour performer dans ce sport? On l'a vu cet hiver. Avec Romain, tu vois, jusqu'à là, il portait il faisait beaucoup plus de motos et
pas assez de physique. Peu de physique parce qu'il avait une cylindrée qui était plus petite, il avait une 125. Là, il a basculé sur un 300 de temps, donc il faut vraiment une masse musculaire plus importante. Il faut bien sûr que ton cardio suive, parce qu'ils ont des efforts assez longs et hauts en cœur. Donc, il- ça représente autant que le travail moto en tant que tel. C'est vraiment, il te faut une base musculaire pour performer. Euh, Ils ont des journées tellement longues, ils font 8-9 heures de moto par jour. C'est énorme. Donc si physiquement tu y es pas, t'as beau être talentueux, t'as beau moins te fatiguer dans les virages parce que techniquement t'es meilleur, à la fin des 2 jours, dans tous les cas, tu es mort, quoi. Et après, t'es plus assez vif, plus assez fluide dans tes prises de décision. Enfin, tu sais ce que ça représente la fatigue, hein, dès que t'es vraiment au bout du bout. Donc ils sont obligés de se tenir à 100% tous les week-ends, quoi. Ok. Et du coup, sur la préparation physique, nous, on avait un petit peu bossé ensemble. Mm. Quel regard tu avais porté sur comment on avait bossé, l'accompagnement qu'on avait bossé, et qu'est-ce que ça t'avait apporté? Eh ben, c'était génial, du coup, ben, moi c'était pour la préparation du Rallye Monte Carlo où malheureusement on n'avait pas été pris. Mais ça avait vraiment... en plus c'était vraiment super cadencé. C'était vraiment... je t'avais donné une deadline, comme ils font pour mon frère, hein, c'est une deadline, on te dit eh ben, à telle date il faut que tu sois prêt. Et du coup tu m'avais mis tout en place pour... c'était 4-5 séances par semaine. Et du coup 4-5 séances par semaine avec des rythmes différents, avec plus ou moins des montées de cœur. Et du coup une gestion physique pour être jour de l'événement à 100%. Et ouais, j'avais été vraiment dégoûté, si je puis dire, que tu puisses pas participer pour qu'on voie le rendu, tu vois, un petit Également, ouais. encore plus que moi, parce qu'il y avait beaucoup d'investissement derrière. Et oui, c'est l'année où ils en ont enlevé le plus aujourd'hui. Du coup, ils prennent même les gens qui ils se limitent à 70, mais ils en prennent plus. Ils sont arrivés à 78 l'année dernière, je crois. L'année où j'ai fait, je crois qu'on était 105 à demander et que 90 places. Donc, ouais, Donc voilà, c'est ça, Loïc, en fait, il voulait faire le Monte Carlo, qui aurait été une expérience magnifique. Et du coup, moi, je l'avais accompagné dans la partie du coup, préparation physique, coaching, pour qu'il soit au top de la forme et arriver au pic de forme au moment de la course. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais essayer de refaire? Alors, peut-être pas le Monte Carlo, mais une autre course ou... Moi, après, j'ai fait 5 rallyes et du coup, ça m'a permis de faire d'autres rallyes avec le budget. Parce que du coup, ben, on parle de budget enduro, mais le rallye, c'est encore autre chose. Surtout pas à la même échelle, quoi. Et du coup, ça m'a permis de faire du rallye terre. J'ai refait de l'araignée aussi, parce que je l'ai fait 3 fois de l'araignée. J'ai fait 2 championnats de France, du coup. Donc oui, c'était génial. Après, le problème, c'est que j'ai pas le temps de m'entraîner. Financièrement, faut que tu cravaches pour trouver les sponsors. Et puis bon, il y a le petit frère aujourd'hui, donc c'est la priorité. Donc, tu dis pas non, mais c'est pas une priorité dans ta vie. Non, si j'ai l'opportunité, avec grand plaisir. Puis bon, après, je sais que mes sponsors qui me suivaient me suivront toujours. Mais après, c'est vraiment pas la priorité. Là, tu vois, ben, j'essaie de suivre mon frère. Tu mets tous tes congés là-dedans, quasiment. Tu le suis de partout. C'est pas du tout à la même échelle. Moi, ça va être pour du plaisir, même si je cherche toujours la performance. Mais c'est du plaisir, quoi. C'est à bas niveau. Lui, c'est pour quelque chose de... Et du coup, on va quand même faire une petite parenthèse rallye, parce que tu as quand même fait rallye du Laragné, et puis les autres que tu nous as cités. C'est quoi les enseignements que tu as tirés du rallye? Qu'est-ce que j'ai en... Si tu C'est... devais dire en quelques mots, vraiment là où je me suis dit waouh, et à contrario, je me suis dit ouais, c'est peut-être un peu moins fun que ce que je pensais au préalable. C'est beaucoup de prise de risque. T'as beaucoup de pression. T'as beaucoup d'argent en jeu automatiquement, tu vois, parce que même avec des petites voitures, je peux louer des grosses voitures, mais c'est vite des week-ends à 7-8 000, tu vois. Ça fait vite, t'as 7 000 euros de caution sur la voiture. Donc si tu te sors, ben, tu manges 7 000 euros. Et puis après, t'as plus du tout ce même aspect. En fait, c'est que moi, je déteste ne pas faire les choses. Quand j'ai envie de faire quelque chose, je vais jusqu'au bout. Je vais pas me dire, d'ailleurs, j'ai aucun regret dans ma vie grâce à ça. Je voulais faire du rallye, j'en ai fait, je suis allé au bout, je vais pas me dire à 40 ans, j'en ai pas fait. J'aurais dû en faire, j'avais un bon coup de volant ou pas, mais je l'ai pas fait et enfin, tu vois. Donc, je me suis vraiment forcé à le faire. Donc, le premier, c'était vraiment une expérience plus dure que ce que je pensais. Après, tu t'y fais un peu, mais c'est vrai que ça va très vite, même si c'est pas forcément du gros niveau. Je trouve qu'il y a beaucoup de prise de risque. Et du coup, est-ce que ça t'est déjà arrivé de te dire, tu recherches quand même de la performance, mais de te dire ouais, là, virage, mollo, parce qu'il y a la caution derrière. Dans tous les cas, tu te le dis.
C'est bon, t'as beau avoir un peu d'argent ou quoi que ce soit, mais dans tous les cas, t'as pas envie de jeter 7 000 euros, peu importe qui c'est d'ailleurs. Et donc c'est pour ça, non, non, tu roules avec un frein dans tous les cas. Puis bon, t'as un copilote à côté. Déjà, moi, je suis pas super courageux. Enfin, j'essaie de faire beaucoup de choses pour sortir de ma zone de confort, mais je suis pas le plus courageux non plus. Et puis bon, t'as une personne à ta droite et enfin, tu peux la mettre en danger aussi. Donc, Ouais, j'allais y venir, la relation du coup avec le copilote à côté, comment ça se passe? eh ben, ça se passe, c'est des relations où il faut faire confiance à 200%. Tu vois, j'ai fait 5 rallyes du coup et j'en ai fait avec 4 copilotes différents. J'ai fait un rallye avec ma mère en copilote. Ouais, Donc tu excellent vois, ça. c'est encore, t'as encore une autre appréhension aussi. J'ai fait avec mon cousin et puis après il y a des gens un peu plus qualifiés dedans. Mais en fait, c'est vraiment une synchronisation. Je pensais pas, tu vois, que le copilote était autant important. Ok. C'est vraiment, il faut que tu roules à la confiance et c'est super compliqué, je trouve, là-dessus. C'est vraiment toi, donc tu passes en reconnaissance, tu donnes tes notes et il faut vraiment que ton copilote soit dans le rythme de ce que tu veux. S'il en avance, en retard, ça te met en avance, en retard. Tu peux ne pas l'écouter parce que tu as des voix que tu n'entends pas. C'est super compliqué. Ouais. Et vous arrivez à quand même communiquer facilement ou avec les bruits du moteur, et des fois c'est compliqué? T'entends rien de la voiture. Enfin, Ok. déjà tu es T'entends concentré rien à du tout? 100%, tu as des casques, Ouais. tu as les micros et c'est du haut de gamme. Donc là, t'entends à 200%, t'entends pas la C'est voiture. quoi un petit peu les annonces des copilotes? Ça dépend de ce que le pilote veut, de tes annonces, mais en fait, tu mets tes degrés sur ton volant, sur tes voitures de reconnaissance. Et donc, tu vois, par exemple, un virage qui tourne très peu. Moi, je sais que j'étais en 5 4 3 2 1. Donc 5, tu peux quasiment le prendre à fond. Ok. Après, tu as les annonces tu dis 5i, droite I, c'est droite insignifiant. Donc, tu peux le prendre de droite à fond. Ou épingle. Après, tu peux prendre des repères visuels aussi pour te rappeler un peu de ce que c'est. Mais voilà, c'est comme dans un jeu vidéo. Hein. Pareil. C'est pareil. Trop bien. Et du coup, après, à côté de ça, tu prends pas mal de congés pour suivre ton frère tout ça. Tu nous as parlé un petit peu en introduction du travail que tu faisais. Est-ce que tu veux nous dire un petit peu plus dans les détails ce que vous proposez au sein de ton entreprise? Ah oui, si tu veux, complètement. Du coup, nous, on travaille pour la marque JCB, donc sur le secteur du 04-05. Donc, on fait plus de 300 produits. Donc, ça va de la mini-pelle de 800 kg jusqu'à la 52 tonnes. Tu as tous les télescopiques, tractopelles, bien sûr. Donc, c'est une marque anglaise qui a plus de 80 ans, boîte familiale en Angleterre. Et du coup, nous, on a la chance de le redistribuer sur le secteur. Donc, ouais, Et pour prendre tes congés et suivre ton frère, ça va, ça se passe assez facilement. Tu as un employeur qui est assez flexible. Le problème, c'est que du coup, je suis obligé de l'imposer dès que je rentre dans la boutique. Mon ancien patron le savait aussi et du coup, il le tolérait à 100%. Et mon patron, mais d'ailleurs, qui est sponsor de mon frère, hein, donc il sait ce que c'est. Il sait les contraintes. Après, je fais un métier qui est quand même facile à faire au téléphone. Si t'es pas sur le terrain, t'es pas sur le terrain. Mais je veux dire, je pars du vendredi au lundi, j'ai loupé 2 jours, mais je réponds toujours. En congé, je réponds toujours au téléphone. Donc, c'est la contrainte du métier, mais par contre, c'est vrai que ça t'apporte une liberté. Ton employeur te dit, c'est pas grave, s'il part, c'est qu'il est joignable. Donc, dans tous les cas, lui, ça n'impacte Ok, pas trop. trop bien. Et du coup, tu nous parles des sponsors. Comment ça s'est passé avec ton frère pour trouver les premiers sponsors? Ça a été facile? Vous avez fait beaucoup en local? Et maintenant, c'est quoi un petit peu votre vision par rapport à ça? On vient vous démarcher? C'est encore vous qui allez chercher les personnes? Non, tu vas encore les chercher parce qu'il y en a très peu qui sont renseignés sur comment fonctionne un sponsoring. Tu sais, sur la partie défiscalisation, ça très peu le savent ou des fois ne cherchent pas forcément à le faire. Et puis des fois, ils pensent que le comptable va pas être d'accord ou enfin voilà, il y a tout cet aspect-là. Alors que justement, ils sont vraiment dans la dynamique de faire du sponsoring, souvent les comptables pour justement peut-être des gens locaux, des trucs comme ça. Et après, non, le sponsoring, moi, ça a démarré pour le rallye, surtout avec un de mes clients qui est passionné de voiture. J'ai fait rallye jeune, du coup, où je faisais partie des finalistes 48 là je crois que sur 10 000 participations, donc c'était cool. Et après ça, je voulais essayer de faire un rallye parce que c'était dommage de s'arrêter là. Carrément. Et j'ai un de mes clients qui me dit ah mais t'as fait ça et tout, trop bien, je te sponsorise. Je rentre dans la boutique, je vais voir mon patron, je dis ah trop bien, il me sponsorise. Je dis moi aussi, je te sponsorise. Et du coup, de fil en aiguille, j'ai réussi à boucler le budget. Et du coup, Comment ça se passe, du coup, le sponsoring pour ceux qui savent pas du tout? alors du coup, pour toutes les boutiques, donc c'est déductible d'impôt.
donc à hauteur de 0,5% du chiffre d'affaires. Mais du coup, c'est déductible à hauteur de 60%. Ça veut dire qu'on peut donner maximum 0,5% du chiffre d'affaires annuel. C'est ça, qui est déductible à 60%. Donc bon, c'est sûr que des fois, c'est pas des gros investissements pour les entreprises, parce que je pense que la partie communication aujourd'hui, publicité, est super chère. Tu vas demander une pub, une bannière n'importe où, tu vas payer vraiment très cher. Donc là, c'est vrai que, alors sur un rallye, c'est différent parce que c'est du local, et puis c'est un événement. Tu vas me sponsoriser sur un événement. Alors eux, ça leur fait un coup de pub, mais que sur un événement. Par contre, en sponsorisant mon frère, c'est vrai que tu fais sur de l'annuel, sur du mondial, même si certaines boutiques s'en foutent d'avoir un logo en Sicile ou au fin fond de la Finlande. Enfin, c'est pas ce qui compte. Mais par contre, médiatiquement, tu as vraiment une visibilité toute l'année. Et sur quelqu'un qui est suivi, donc c'est vrai que c'est super intéressant. Donc toi, tu nous as expliqué à quel point ça peut être intéressant pour eux, beaucoup financièrement. Mmh. Et tu penses qu'il y a un réel impact au niveau du visuel pour ceux qui voudraient par exemple, en nous écoutant, prendre contact avec toi ou avec Romain pour vous sponsoriser? Ben justement, c'est ce que je te disais, donc c'est vraiment que Romain est super dynamique sur les réseaux, moi beaucoup moins, et je fais moins d'événements. Et Romain, de toute façon, c'est son métier aujourd'hui. Enfin, il y a une grosse part communication aujourd'hui, réseaux sociaux, donc c'est vrai que ça permet de voir ton logo toute l'année sur son maillot, ou sur sa moto, ou dans toutes les publications où il communique, sachant qu'il communique énormément. Et puis bon, il passe énormément sur les journaux, sur la province, sur le Dauphiné. Il fait partie du club élite, donc sur Gap aussi. Donc c'est Oui, puis en Italie, dans la région où il vit, et il s'entraîne, il doit commencer à avoir une notoriété tout de même. tout à fait, tout à fait. Après, la majorité de ses sponsors, ça reste quand même des sponsors locaux. Donc c'est des gens, tu vas leur dire oui, je suis en Italie, mais Oui, mais ce que je veux dire, c'est que non plus l'Italie, on est quand même frontalier. oui, totalement. Mais bon, une boutique, tu vois, de TP ici, que tu montes ton logo en Italie ou même au centre de la France, ça y apportera pas grand-chose. Il va le faire plus humainement, je pense, pour toi. Et puis bon, par fierté, parce que du coup, Romain, régulièrement, il leur apporte des posters ou un maillot, tu vois, des trucs comme ça. Et ils sont super contents, parce que ça fait une dynamique et un retour sur investissement, entre guillemets, quoi. Et comment ça s'organise pour mettre, par exemple, tel sponsor à tel endroit sur la moto, à quel endroit sur le maillot? Ça, comment ça se fait les choix? C'est vous qui décidez au sein du club avec la direction? Comment ça se passe tout ça? Non, totalement financier. C'est par rapport à l'échelle financière qu'on te Ok. donne. Tu peux pas mettre, tu vois, si t'as une quinzaine de sponsors, tu peux pas mettre celui qui te donne le moins en plus gros sur ton maillot à l'endroit où ça se voit le plus, tu vois. Donc t'es obligé de C'est faire. vraiment la grille tarifaire. C'est vraiment la grille tarifaire qui va faire que tu mets plus en avant l'un ou l'autre. Mais ce qui est un peu logique. C'est logique. Mais voilà, comme ça, on répond vraiment à toutes les questions Ouais, que totalement, ouais. les personnes peuvent se poser. Et aussi, autre chose, du coup, tu parlais du côté humain. C'est vrai qu'il y a un côté vachement humain de sponsoriser les personnes. Vous, comment, avec ton frère, vous essayez d'entretenir au maximum du coup, les bonnes relations? On essaie de les voir régulièrement. Tu essaies de les voir ou tu essaies toujours de leur apporter quelque chose. Moi, je sais, dès que je faisais un rallye, je leur apportais un cadre. Je faisais faire des cadres de la voiture avec leur sponsor bien en évidence. Romain, pareil, du coup, il essaie d'apporter des maillots, ou tu vois, suivant ce que les personnes donnent, mais un peu plus, un peu moins, je sais pas, mais toujours d'entretenir quelque chose, tu vois. Entretient toujours une relation. C'est bien. Et tu penses que c'est possible, ou ça serait possible, des fois, de dire à telle personne, par exemple, un sponsor quand même assez conséquent, de l'inviter sur une course ou ce genre de choses? Totalement, totalement. Si la personne est intéressée, le truc, c'est que là, ils font énormément, enfin, ils font humainement, beaucoup. C'est plus pour le relationnel, mais si c'est quelqu'un de passionné qui veut voir un événement, nous, ce qu'on fait, c'est régulièrement, enfin, du coup, Romain fait régulièrement une soirée fin d'année pour inviter les sponsors. Donc, je fais une soirée pour remercier tous les sponsors. C'est l'occasion mais après, il y en a un de ces sponsors là qui est passionné de moto. Il vient sur quelques courses, il est trop content. Ça, c'est génial, Il ça. est trop content. Ça, c'est génial. Parce que moi, demain, si j'étais passionné de moto comme certains peuvent l'être, je me dis, si t'es sponsor, pouvoir venir de temps en temps sur des courses, C'est génial. c'est génial. Et puis tu vis le truc en inside, quoi. Tu vois, c'est comme si tu irais voir une Formule 1 et que t'es dans le paddock tout le long, quoi. C'est là, tu rentres dans le paddock, tu fais ta vie. Hein. Et du coup, Romain, il disait que je crois que c'était son entraîneur qui le filmait beaucoup pour faire des vidéos sur YouTube. Non, c'est le président du Ou motoclub. le président du motoclub. C'est Alain Amouric, ouais.
Est-ce que toi, tu apportes aussi un jugement par rapport à ça? Ce que je veux dire, c'est que Romain ou toi, par exemple, est-ce que vous dites ça, on va le mettre ou ça, on va pas le mettre sur les vidéos? Bon, après, Alan, on lui fait confiance à 200%. Il prend déjà énormément de peine parce que du coup, Alan fait pisteur avec moi et en même temps, il prend les vidéos. Donc, des fois, il me laisse plus le rôle du pisteur, mais du coup, lui, il fait totalement toutes les vidéos. Donc, on lui fait confiance. Après, il prend beaucoup de temps aussi pour Romain. Souvent, ce qu'ils font, ben là, par exemple, typiquement, on est rentré d'Espagne il y a 2 semaines, on est rentré le lundi, non, le dimanche soir, et le mercredi, il avait déjà monté la vidéo. Mercredi soir au paddle, on a regardé la vidéo, et puis voilà, ils ont checké, et tout allait, quoi. Ok, quand on fait du sport de haut niveau comme ton frère, est-ce qu'on s'autorise des sorties? Parce que c'est souvent un débat. Quelle importance on met sur l'hygiène de vie, l'alimentation, le sommeil? Est-ce qu'aussi au niveau relationnel, euh, on essaye de vraiment rester dans son cercle proche? Enfin voilà, est-ce que Romain, il est quand même assez libre par rapport à ça, ou à certains moments, il essaie de dire ah ça, je devrais peut-être pas le faire, ou entre guillemets, il n'est pas forcément 100% naturel? Alors, je pense que Romain, bah, déjà, c'est quelqu'un qui s'est toujours investi à fond dans la moto. Donc, il a jamais eu trop d'excès, tu vois. Fête, tout ça, c'est pas trop. Ça Parce que je te pose la question, ça surtout lui quand on plaît. remet en contexte, Romain, il a 20 ans. Il a 20 C'est ans, vraiment donc. l'âge Exactement. où, à 20 ans, on expérimente des choses. C'est On ça. sort, il y a les filles. Enfin, voilà, il peut y avoir une multitude de choses où ça peut vite faire perdre la tête, surtout quand on a un peu de notoriété. Totalement, totalement. Mais c'est pour ça que non, pas du tout, tu vois, il est vraiment. Bah, il a jamais eu, peut-être que toi aussi tu l'as eu, hein, d'ailleurs, quand on avait 14, 15, 16, 17 ans, on faisait tout le temps des anniversaires tous ensemble, on faisait la fête, d'ailleurs on s'est retrouvés à des anniversaires un paquet de fois ensemble. Tu vois, donc il y avait vraiment cette ambiance-là où on était, beaucoup de jeunes à faire la fête tous ensemble. Lui, il est toujours resté à la maison. Donc tu vois, il était vraiment, casanier, il faisait de la moto, vélo, il faisait tout, il expérimentait tout dès qu'il y avait des roues. Mais il n'est pas trop fait. Là, il commence à le faire un peu, mais ça va être hors saison, ou vraiment s'il n'y a aucune incidence sur son entraînement. Tu peux pas. Alors, l'aspect, surtout, je te parle fête, alcool ou quoi que ce soit. Parce qu'il y a trop d'aspects néfastes qui vont t'impacter sur. Après, par exemple, le dimanche soir après les fêtes, après les courses, il n'y a aucun pilote qui regarde ce qu'il fait. Tu vois, si le dimanche soir, il va aller manger au McDo, ou tu vas aller en boîte de nuit, ou tu vas aller faire la fête un peu. Et je pense qu'ils ont cramé 3 ou 4 000 calories dans le week-end, largement même. Et puis bon, après, ils ont le temps de s'en remettre. Je pense que ce qui compte, c'est que la majorité de l'année, tu sois irréprochable. C'est pas quelques écarts qui feront que ça t'impactera sur quoi que ce soit. Ok, donc toi, tu conseillerais à des jeunes de tout de même, si c'est dans leur tempérament de vouloir de temps en temps sortir, de le faire. C'est juste, faut le faire au bon moment. Faut pas non plus être dans l'exagération. C'est ça. Mais je pense que c'est comme tout, tu sais, dès que tu es privé, le problème, c'est le jour où tu déconnectes totalement. Faut pas se priver. Nous, on regardait justement un top pilote motocross avec qui, avec Romain, on était fans, c'était James Stewart, Ok. un Américain, et lui, il a eu beaucoup d'interviews. Donc, eux, en motocross, c'est vraiment l'alimentaire. Tu pèses tout comme à beaucoup de haut niveau. En enduro, on en est pas encore là. Et ben, lui, il disait, toutes ses meilleures années où il a le plus performé, il mangeait pas burger tous les jours, mais presque. Et il regardait pas son alimentation, il mangeait quand il avait faim, il mangeait ce qu'il voulait, et puis ça fonctionnait très bien, parce que son équilibre à lui était comme ça. Après, il y en a qui ont besoin d'un équilibre différent, ça dépend un peu de chacun. Après, je pense qu'il y a beaucoup. Alors, l'alimentaire, ça compte beaucoup plus que le sport, bah, tu dois le savoir, enfin, ça compte énormément, mais il y a beaucoup d'autres paramètres dans l'enduro, autres que l'alimentaire. Tu as beaucoup de travail en amont, t'as beaucoup d'autres choses, il faut rester cohérent, mais c'est pas. Ok. Est-ce que toi, du coup, dans ta carrière professionnelle, tu as une vision, est-ce que tu voudrais évoluer, monter une boîte? Est-ce que tu as une vision d'ici, je sais pas, 5, 10 ans sur toi, ce que tu voudrais mener comme projet? On va avoir plus de responsabilités, c'est certain. Après, s'il faut monter la sienne, oui. Après, j'ai la vision entrepreneuriale, du coup, de mon père, qui est agriculteur, donc il a sa boutique, ma mère, sa boutique de taxi. C'est pour ça que je te pose cette question, Donc, parce que c'est vu pour que ça. tu as deux parents qui ont entrepris des choses,
Mais après, tu vois aussi les contraintes. Bien sûr. Surtout les contraintes, parce qu'aujourd'hui, la fiscalité en France, c'est compliqué. Donc ouais, tant que je suis bien où je suis et j'ai quand même ma tranquillité, ma liberté, je fais mon travail. Après, ça m'apporte le fait d'être un peu compétiteur et tout, ça m'apporte cet aspect. Tu fais le métier commercial, donc t'es en De te compétition. challenger. Ça te challenge bien. Mais après, pourquoi pas monter une boutique, ça me plairait, mais faudra voir. Le rôle de commercial et de commerce, on n'en a pas encore reçu véritablement sur le podcast. Donc pour ceux qui nous écoutent, qui sont au bac, qui sont au lycée, qui veulent faire, je sais pas, du commerce, qui veulent devenir commercial, c'est quoi pour toi les plus grandes qualités à avoir pour être commercial? Surtout le relationnel. Je pense que tu vois souvent l'aspect commerce, commercial où tu dois pas voler les gens, mais tu vois, t'essaies de. Et je pense qu'au contraire, moi, Toi, tu essayes d'être franc. j'ai beaucoup d'empathie déjà pour les gens. Et après, c'est le fait d'être franc. Je pense que l'honnêteté, ça se transpire, hein. Tu vois quand quelqu'un est honnête. Et je pense que c'est super important de l'être. C'est ce qui fait que ça fonctionne pour moi dans mon secteur d'activité. Après, peut-être pas dans Et tous. du coup, dans le secteur de l'activité où toi, tu es dans l'agricole, Mm. est-ce qu'il y a des codes à avoir? On sait que, voilà, dans la majeure partie du temps, suivant les métiers ou suivant les personnes qu'on contacte, il y a un petit peu des codes. Est-ce qu'il y a des codes? Et si oui, est-ce que tu veux un petit peu nous les partager? Après, les codes dans l'agricole, c'est surtout d'être, comme je te dis, honnête, franc. C'est d'être. Après, il faut savoir parler leur langage. Quand tu as un père agriculteur, c'est un peu plus facile. C'est des gens qui sont assez fermés et puis qui ont peur de se faire avoir aussi, hein. Donc, parce que on a l'image du commercial, justement un peu voleur. Du coup, non, après, quand moi ça se passe, parce que je pense aussi que mon père est agriculteur, donc tu as des portes qui s'ouvrent. Et toi, du coup, au sein de ta boîte, vous vendez quand même des produits assez élevés en termes de prix. Mm. C'est quoi, toi, ce que tu essayes de mettre en place comme argumentaire de vente dans les grandes lignes? Parce que, voilà, tu vends pas un mug ou tu vends pas une paire de chaussures. Tu vends des... Ah oui, le prix médian, c'est 100 000 euros. Voilà. Ouais. 100 000 euros, c'est le prix d'un appartement que tu dois vendre à une personne. Donc toi, c'est quoi un peu ton argumentaire de vente ou comment tu essayes d'emmener les choses? Après, sur une partie de la gamme, on est quand même très bien référencé. On a des produits qualitatifs, surtout, comme je te disais tout à l'heure, entreprise familiale. C'est les fabricants de machines. En fait, je mets tous les points forts en avant, hein. Bien sûr. Après, on fait beaucoup de démonstrations aussi où je les mets en place. Ça, c'est bien ça. Donc, c'est génial. En plus, c'est la partie du boulot Toi, qui est tu fais la génial. démonstration et après, tu leur dis d'aller tester, quoi. Ouais, c'est ça. Tu leur apportes la machine chez eux et puis derrière, ils essaient pendant quelques temps. Tu leur mets en service et puis après, au moins, ça leur permet de différencier aussi un peu les produits. Et voilà, après, tu le mènes comme ça, quoi. Sur les produits que vous proposez, c'est quoi? C'est que de la vente ou vous êtes amené à faire de la location? Alors, du coup, on a une partie de la société donc, où je travaille, ASM, donc, qui est spécialisée vente, JCB et atelier. Donc, on a toute la partie mécanique. On a les mécanos qui sont dépendants d'ASM. Et on a une société SAE matériel, donc qui fait Kubota TP. Donc, c'est une autre gamme de produits sur Pelle majoritairement. Et on a toute une partie location. C'est quoi la représentation au niveau de la location, de l'achat? ASM est beaucoup plus important aujourd'hui en termes de chiffres. Après, SAE, c'est une entreprise qui a quelques années et c'est quelque chose qui tourne très bien. C'est pas les mêmes rentabilités, location. Et est-ce qu'en tant que commercial aussi, il faut avoir la partie, bon, tu nous l'as un petit peu dit, mais d'aller se challenger compétitif? Parce que souvent, les commerciales, ils ont un fixe et après, ils sont payés à la com. C'est ça. Donc toi, à quel point tu essayes de te challenger? Est-ce que vous avez aussi le patron qui vous met beaucoup la pression pour atteindre vos objectifs? Comment ça se passe? Non, pas du enfin, du coup, moi, j'ai cette chance-là de pas avoir de pression, donc de ce côté-là, c'est vrai que c'est très agréable. Tu te la mets tout seul. Je pense qu'on se la met déjà suffisamment tout seul, parce que tu essaies toujours de faire mieux, dans tous les cas, d'une année sur l'autre. Bon, après, sur les conjonctures, tu peux pas faire autrement, hein. Mais on essaie d'avancer comme ça. Non, moi, j'ai pas de challenge. Après, dans l'ancienne boîte où j'étais, du coup, j'ai fait mes études. Il y avait plus de contraintes comme ça, parce que tu radais vraiment N-1, N+1, donc c'était différent. Là, du coup, on vend des machines à partir de 100 000 euros. Donc, encore une fois, un gros budget. Toi, à partir de, tu nous donnes une fourchette, à partir de combien de machines sur l'année, tu te dis, là, j'ai fait une belle et une bonne année? Je sais pas, ça dépend de ce que tu vends, parce que tu peux vendre enfin là, je te parlais de prix médian, c'est vraiment le produit médian, c'est 100 000.
Après, je vends des machines à beaucoup moins cher, hein. Je vends des machines à 20 000 euros. Et d'autres qui sont plus chers, donc on va dire 100 000, Et c'est la puis des moyenne. tracteurs, je monte à 250, 260 000 ou même des plus grosses pelles à beaucoup plus. Donc, je sais pas, je sais qu'un commercial, je crois, pour être rentable, il faut qu'il fasse 1,2 million à peu près. Je dois faire un peu plus de 2 millions sur l'agence. Ok. Ouais, donc tu es quand même assez performant. Assez performant. Et est-ce qu'au niveau de la boîte où tu es, tu penses qu'il y a une possibilité d'évolution? Je pense qu'aujourd'hui, j'ai quasiment, enfin, par rapport à la taille de la société, j'ai à peu près toutes les responsabilités que je dois avoir. Tu vois, je fais beaucoup d'administratifs. Aujourd'hui, ça représente énormément de temps. Mais je fais beaucoup d'administratifs. Mon patron me fait confiance à 200% et il te délègue et tu gères, en fait, un peu comme Du coup, tu nous parles d'administratif, c'est quoi que tu fais le plus? Donc, tu dois faire, je suppose, beaucoup de routes, des devis, Mmh. beaucoup de coups de téléphone. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses que tu voudrais mettre en valeur pour ceux qui pourraient être intéressés d'aller vers un rôle de commercial? Oui, c'est totalement ça. Tu fais beaucoup de devis, beaucoup de demandes fournisseurs. Parce que du coup, on a JCB, mais tu as beaucoup d'autres fournisseurs. Tu as les équipementiers qui équipent toutes tes machines. Donc, tu fais beaucoup de mails, beaucoup de coups de téléphone, ça c'est certain, pour démarcher des fois un peu tes clients. Après, il y a des clients où tu n'as pas forcément le numéro. Une boîte de TP, c'est facile à trouver, oui et non, mais je veux dire, tu sais où le siège social est et tu peux avoir un numéro d'un patron. Mhm. Une exploitation agricole, si tu ne te déplaces pas, tu vois personne. Puis bon, autant ils sont dans les champs, autant. Donc après, c'est de se déplacer, ouais, Et du surtout. coup, je me demandais sur ce que tu viens de dire, vu que dans le domaine agricole et que les agriculteurs sont beaucoup à droite, à gauche, etc. Comment tu arrives à avoir un rendez-vous avec eux, sachant que eux, entre guillemets, chaque minute de la journée compte? C'est beaucoup de bouche à oreille. Tu sais, sur les réseaux, du coup, on est pas mal actifs avec mon frère et c'est vrai que on connaît beaucoup, oui, on connaît pas mal de personnes. Et puis vu qu'on s'entend bien avec tout le monde, ça aide aussi. Donc moi, j'ai beaucoup de, ça va être un client collègue qui a mon numéro, qui va le donner à son voisin et qui va dire ah bah tiens, appelle-le et du coup c'est du bouche à oreille. Après, Ok, c'est un peu donc oui, comme ça. c'est essentiellement de bouche à oreille. Beaucoup. Après, tu démarches quand même. Si tu vois un tracteur au bord de la route que tu connais pas l'agriculteur, tu vas t'arrêter. Mais après, c'est beaucoup de bouche à oreille. Je pense que commercialement, tu fais un gros travail pendant 3 ans. Tu vas vraiment te mettre en place, tu vas faire beaucoup de prospection. Ça, c'est la partie qui, normalement, plaît pas beaucoup aux commerciaux. Mais tu fais beaucoup de prospection, donc tu poses des cartes et tu pousses des portes. Ça, c'est la partie la plus dure. Mais après, une fois passé ces 3 ans, dès que les clients ont ton numéro de téléphone, te font confiance, ils voient que ça tourne et que tu restes là, parce que ils aiment la fidélité aussi. Et après, c'est beaucoup d'appels entrants, quoi. T'es encore super jeune parce que t'as pas 30 ans. Moi, je l'ai eu récemment. Mais du coup, est-ce que aussi un jour, tu t'es déjà posé la question de former des personnes? J'en ai formé oui et non. En commercial, j'ai toujours eu des alternants quasiment. Ok. Dans mon ancienne boîte, ils m'ont mis des responsabilités très tôt. Et du coup, j'avais des alternants. Là, j'en ai pas encore eu où je suis. Et du coup, ouais, j'ai toujours eu des alternants. Donc, c'est vrai que c'est intéressant. Après, c'est quand même un métier solitaire. Donc, c'est vrai que Donc ça fait partie des qualités à avoir d'être un peu solitaire. il faut aimer être seul. Hein. Enfin, il faut aimer les gens. Faut quand même aimer parler, avoir beaucoup d'empathie. Ça, c'est une certitude. Mais après, tu es quand même seul souvent. Tu fais beaucoup de routes, donc tu es seul. Même si des fois tu es au téléphone, mais tu es seul aussi. Midi, tu vas manger au restaurant, tu manges seul. Donc, oui, faut quand même aimer Et être est-ce seul. que tu t'es déjà posé la question aussi de faire commercial, mais dans un autre environnement, autre que l'agriculture? À l'origine, moi, j'ai fait mes études. Du coup, j'ai fait BTS licence dans l'agroalimentaire. Genre, rien à voir, boulangerie-pâtisserie. Donc, je vendais des produits pour les boulangers pâtissiers. Euh, C'était un autre aspect, parce que là, du coup, pour le coup, je vendais vraiment, tu vends du sucre, de la farine et des produits où tu te bats pour des centimes. Donc, ça me... Alors, la clientèle était exceptionnelle, parce que c'était des gens que tu voyais toutes les semaines. Et donc, tu crées beaucoup d'affinités. Par contre, tu as moins ce côté fun, tu vois, de vendre un produit. Là, c'est sûr que je vendais tous les jours. Tu faisais ton chiffre d'affaires tous les jours. Beaucoup de volume. Par contre, là, c'est sûr que tu vas pas vendre une machine tous les jours. Et dès que tu la vends, Et du coup, toi, tu préfères faire beaucoup de volume ou tu préfères du coup peu de volume, mais on va dire avec des produits de qualité? je préfère vendre le produit. D'ailleurs, c'est ce qui plaît, je pense, le plus. Enfin, et ce qui est peut-être le plus facile à vendre, c'est un produit. Quand tu connais ton produit par cœur et que tu as des arguments concurrentiels, tu te régales. Et à quel point, du coup, tu te formes sur les produits? Est-ce que J'essaie- vous avez des formations en interne?
Et toi, du coup, vu encore une fois, c'est des produits très chers, même si une entrée de gamme, c'est 20 000, 30 000 euros, il faut être ultra compétent. Tu ne vends pas du sucre, pour reprendre ce que tu disais. Donc, à quel point tu essayes de te former et d'apprendre en permanence? Alors du coup, dans des grosses sociétés comme ça, donc on a des formations chaque année. Et JCB, donc déjà, on fait des formations produits qui sont très bien, mais des fois pas assez longues, malheureusement, pour connaître les produits par cœur. Moi, ce que je fais, ce que j'ai toujours fait depuis le début que je suis là, c'est dès que je commande une machine, si j'ai des problèmes des choses que je ne connais pas ou que je ne comprends pas, dès que je réceptionne la machine, je monte dedans, j'essaie, je fais le tour de la machine pour la connaître par cœur. Tu essaies de te renseigner au maximum. De toute façon, il n'y a rien de pire que de faire une mise en route d'une machine si tu la Et connais est-ce que pas. tu discutes un petit peu avec ton papa, vu qu'il est de ce domaine-là? Oui et non, Pour mais avoir son retour sur ouais, les mais machines? on n'a pas la même gamme de produits. Enfin, Ouais, moi, je ok. vends que des gros tracteurs. Je commence à plus de 200 chevaux. C'est pas du tout la même gamme de produits qu'on a à la maison. Mais après, là, du coup, on a une évolution à la boîte où on va faire une autre partie agricole, donc avec des plus petits tracteurs et du matériel. Et là, oui, par contre, si j'aurais des questionnements, je demanderais. Ouais. Ok, trop bien. Avant qu'on termine l'épisode et que je te laisse le mot de la fin, du coup, j'ai passé un très bon moment. Pensez à vous abonner, que ce soit sur YouTube, Spotify, Deezer, à liker, à commenter. Tu iras lire un petit peu les commentaires. Avec grand plaisir. Avec Voilà, grand comme plaisir. ça, s'il y a des commentaires ou des choses qu'on n'a pas pu énumérer, parce qu'on ne peut pas tout énumérer non plus, vous posez les questions en commentaire. Je prendrai le temps d'y répondre. Ou sinon, si c'est un peu plus technique, ce genre de choses, Romain et Loïc iront répondre aux questions. Donc, le mot de la fin pour clôturer l'épisode, ta carte blanche. Soyez heureux. Soyez heureux. Écoutez votre ressenti. Faites ce que vous voulez faire. Et surtout, n'ayez pas de regrets, quoi. Surtout ça. On garde le fait de ne pas avoir de regrets. Surtout. C'est ce qu'il faut. Merci d'être venu. Merci à toi.